Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose de fascinant. Les manières, souvent inconscientes, dont notre esprit se protège de la détresse. C'est un voyage assez incroyable au cœur de la théorie de Freud. Alors, comment l'esprit se protège-t-il des réalités douloureuses? C'est la grande question, non? Face à une angoisse, une pensée qu'on ne peut pas supporter, ou même un traumatisme, qu'est-ce qui se passe en nous pour qu'on puisse continuer à avancer? La réponse de Freud est à la fois simple et très profonde. Eh bien voilà, il utilise des gardes du corps invisibles. C'est une super image en fait. L'esprit met en place ce que Freud a appelé des mécanismes de défense. Ce sont des processus psychologiques qui se déclenchent tout seuls, comme des gardiens silencieux pour nous protéger de ce qui nous fait trop peur, sans même qu'on s'en rende compte. Voici le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va voir d'où vient cette idée de protecteurs invisibles. Ensuite, on va plonger au cœur de 3 mécanismes vraiment essentiels chez Freud. On verra aussi comment notre regard sur eux a évolué, s'ils sont toujours pertinents aujourd'hui, et, pour finir, ce que Freud nous a vraiment laissé avec tout ça. Allez, on commence par le début. Pour bien comprendre ces gardes du corps, il faut faire un petit retour en arrière, à la fin du 19e siècle, au moment où Sigmund Freud commençait à dessiner les contours de notre vie intérieure. En fait, cette idée n'est pas apparue d'un coup. Ça a pris du temps. Freud a utilisé le mot défense pour la première fois en 1894. Plus de 30 ans après, il a affiné son concept en parlant des techniques de l'ego. Mais c'est vraiment sa fille, Anna Freud, qui a mis tout ça en ordre et a rendu ses idées célèbres avec son livre super important en 1936. Freud en a décrit plein des mécanismes, mais on va se concentrer sur 3 qui sont vraiment au cœur de sa pensée les plus fondamentaux, le refoulement, le clivage et la dénégation. Le premier, c'est le refoulement. C'est un peu la pierre angulaire de toute la théorie freudienne. En gros, c'est quoi? C'est une sorte d'oubli, mais un oubli actif, stratégique. C'est le processus qui pousse et maintient loin de notre conscience les pensées, les souvenirs ou les désirs qui seraient trop angoissants si on y pensait tout le temps. Le deuxième, le clivage, est vraiment fascinant. Il permet à 2 réalités complètement opposées de coexister dans notre esprit sans jamais se croiser. L'expression parfaite pour ça, c'est le fameux « je sais bien, mais quand même ». On l'a tous déjà dit, non? Une partie de nous sait quelque chose, mais une autre partie continue de faire comme si ce n'était pas vrai. Et enfin, la dénégation. C'est encore plus subtil. Là, la pensée interdite, elle arrive à se montrer, mais à une seule condition, qu'on la nie en même temps. C'est un peu comme dire quelque chose tout en affirmant le contraire. Et pour ça, Freud nous a donné un exemple absolument génial. Imaginez la scène. Un patient rencontre un rêve à Freud. Et sans qu'on lui demande rien, il s'empresse de préciser « La personne dans mon rêve, ah non, ce n'est pas ma mère ». Pour n'importe qui d'autre, ça passerait inaperçu. Mais pour Freud, c'est une pépite. Et voilà le coup de génie de Freud. Pour lui, cette négation, c'est justement la preuve. En disant « ce n'est pas ma mère », le patient révèle précisément ce qu'il essaie de cacher. Le non est presque comme un cachet qui dit « vient tout droit de l'inconscient ». C'est le refoulement qui est levé, mais sans que la personne l'accepte vraiment. Au début, on a découvert ces mécanismes en étudiant des patients. Du coup, ça leur a collé une étiquette un peu malade, si on veut. On les associait à des pathologies. Mais notre vision des choses a complètement, radicalement changé depuis. Cette citation du psychanalyste Jean Bergeret, elle résume tout parfaitement. Le vrai problème, ce n'est pas d'avoir des défenses. Tout le monde en a. Le problème, c'est quand elles deviennent bloquantes, trop rigides, ou qu'elles ne sont plus du tout adaptées à la situation. Et c'est ça, la grande révolution. On est passé de « c'est un symptôme de maladie » à « c'est un outil normal que tout le monde utilise au quotidien ». Ces gardes du corps, en fait, ils ne sont pas là parce qu'on est malade. Ils sont là pour nous aider à vivre, tout simplement. Ils font partie du fonctionnement sain et normal de l'esprit. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que ça tient encore la route aujourd'hui, presque un siècle plus tard? Eh bien oui, l'influence de Freud est toujours là, et parfois là où on s'y attend le moins. Une distinction importante qu'on fait maintenant, c'est entre défense et coping. Les défenses de Freud, c'est automatique, inconscient. Le coping, c'est une stratégie consciente, volontaire. Par exemple, si on reçoit une critique au travail, la défense, ça va être de nier que ça nous touche, sans même y penser. Le coping, ce serait plutôt de prendre une pause, de respirer et de décider consciemment de la meilleure façon de répondre. Et ces idées de processus automatiques ont vraiment fait leur chemin. Prenez les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, même si elles sont très différentes de la psychanalyse, elles ont été créées par d'anciens psys, et elles s'attaquent justement à ces pensées automatiques. Idem pour la thérapie des schémas, qui parle d'évitement, de compensation, des concepts très très proches. Et la preuve ultime, la consécration si on veut, on la trouve dans un endroit assez surprenant. Le DSM, la Bible de la psychiatrie moderne. Il y a carrément une échelle qui classe les mécanismes de défense des plus sains aux plus problématiques. Et devinez quoi? Nos 3 fameux mécanismes y sont. Le refoulement et la dénégation sont considérés comme des défenses de niveau intermédiaire et le clivage est classé parmi celles qui peuvent poser plus de problèmes. C'est la preuve que les idées de Freud sont passées de la théorie pure à un outil clinique bien réel aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Au-delà de la théorie et des manuels, il y a l'homme, Freud. Et pour comprendre son héritage, il faut se souvenir que ce n'était pas un personnage simple. Il était à la fois génial et parfois un peu trop sûr de lui, mais il était aussi très lucide sur ses propres limites. Il y a cette anecdote incroyable où, un jour, agacé par une question sur un de ses livres, il aurait répondu « Ce livre sera périmé dans 30 ans ». Ça montre bien le personnage, quelqu'un qui a bouleversé notre vision du monde tout en sachant que ses idées n'étaient pas une vérité éternelle. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. Si on a tous ces gardes du corps invisibles qui veillent sur nous en secret, quelles histoires racontent-ils sur nous, sur nos peurs, sur nos désirs cachés? C'est peut-être ça finalement la question la plus durable que Freud nous ait laissée.